En novembre 2025, Deezer publie une étude auprès de 9000 personnes dans 8 pays différents. L'expérience est simple, on fait écouter 3 morceaux aux participants et on leur demande de deviner lesquels sont générés par IA. 97% échouent. Ils ne peuvent pas faire la différence. 71% se disent surpris par leur propre incapacité et 52% ressentent un malaise. Ce malaise est révélateur. Il ne porte pas sur la qualité de la musique, il porte sur l'impossibilité de tracer son origine. Les gens ne sont pas déçus par ce qu'ils entendent, ils sont déstabilisés parce qu'ils ne peuvent pas identifier. Le problème n'est pas que l'IA fait de la mauvaise musique, le problème est qu'elle en fait trop. En 2025, 34% de l'ensemble des titres livrés chaque jour sur Deezer sont entièrement générés par IA, environ 40 000 titres par jour. Suno, l'un des principaux générateurs, produit 7 millions de chansons quotidiennement, l'équivalent du catalogue complet de Spotify toutes les 2 semaines. Ce n'est pas de la création, c'est de l'inondation. Mais voici le paradoxe, malgré ce volume colossal, la musique IA ne représente que 0,5% du total des streams sur Deezer, et jusqu'à 70% de ces 0,5% sont frauduleux, générés par des bots et non pas par des humains. C'est une production massive qui ne trouve presque pas d'audience réelle. L'IA peut donc créer infiniment, mais elle ne peut pas créer de l'attachement. Prenons The Velvet Sundown. En juillet 2025, ce groupe atteint 1,5 million d'auditeurs mensuels sur Spotify avec de la musique indie folk nostalgique. Le 5 juillet, les artistes avouent sur Instagram qu'ils sont entièrement créés par IA, que ce soit la composition, le chant, les visuels, tout est généré via Suno. Ce qui est frappant, c'est l'absence de réaction culturelle. The Velvet Sundown a 1,5 million d'auditeurs, mais personne ne défend leur musique. Les streams existent, mais l'attachement n'existe pas. C'est de la musique fonctionnelle. The Velvet Sundown reste sur Spotify à ce jour parce que la plateforme n'a pas vraiment intérêt à le retirer tant qu'il génère des streams. Pour comprendre pourquoi une production massive sans audience menace quand même l'économie musicale, il faut comprendre comment Spotify paye les artistes. Les revenus issus de la publicité et des abonnements sont répartis au prorata des écoutes totales, indépendamment de qui écoute quoi. Si vous payez 12€ par mois et n'écoutez que des artistes indépendants obscurs, votre abonnement ne va pas directement à ces artistes. Il va dans un pot commun redistribué selon le volume total de streams sur la plateforme. Une grande partie de votre abonnement va probablement à Taylor Swift ou Jul, même si vous ne les écoutez jamais. Et ce modèle devient problématique avec l'IA, parce que l'IA permet de générer des streams à coût quasi nul. Michael Smith, un Américain inculpé en 2025, a perçu plus de 10 millions de dollars en uploadant des centaines de milliers de chansons générées par IA et en utilisant des bots pour les streamer en boucle. C'est de la pure fraude. Mais structurellement, même sans bot, le système est vulnérable. La musique IA peut être utilisée de manière fonctionnelle. Musique d'ambiance, de relaxation, de concentration, ce sont des usages où personne ne fait vraiment attention à ce qu'il écoute. Mais ces streams comptent autant que les streams d'un fan qui réécoute son album préféré en boucle. Et ils diluent mécaniquement les revenus. Spotify a supprimé 75 millions de morceaux frauduleux en 12 mois, et les 13 artistes IA actifs les plus écoutés sur Spotify en 2025 totalisent environ 4,1 millions d'auditeurs mensuels. Ce n'est pas énorme en valeur absolue, mais c'est une tendance exponentielle, et si elle continue, le système devient ingérable, non pas parce que l'IA va remplacer les artistes humains culturellement, mais parce qu'elle va diluer leurs revenus économiquement sans que personne ne s'en aperçoive. Mais alors qui contrôle cette inondation ? En janvier 2025, Mickey Schulman, le CEO de Suno, déclare dans un podcast « Personne n'aime faire de la musique, ça prend du temps, ça demande du travail et il faut travailler un instrument ». Cette phrase est révélatrice. Schulman ne voit pas la musique comme une forme d'expression, il la voit comme un produit dont la production est un coût à optimiser. Mais cette logique se heurte à celle des ayants droit, parce que Suno, pour entraîner son IA, a utilisé des millions de chansons existantes sans autorisation et sans payer de licence. En juin 2024, l'Association de défense des intérêts de l'industrie musicale aux États-Unis dépose une plainte contre Suno et Udio pour violation de droits d'auteur à grande échelle. On parle ici de 662 chansons copiées, 150 000 $ par chanson violée, près de 100 millions de dollars de dommages potentiels. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tant le montant, c'est la stratégie. Parce que les majors ne veulent pas détruire Suno, elles veulent juste le contrôler et le procès est en fait un levier de négociation. Le 29 octobre 2025, Udio annonce un accord avec UMG, Universal Music Group. En échange d'une licence, Udio change radicalement. La plateforme ne sera plus un générateur de chansons complètes, elle deviendra une plateforme d'engagement des fans, permettant de remixer uniquement de la propriété intellectuelle autorisée. Une semaine plus tard, accord similaire avec Warner, Udio passe d'un outil de création autonome à un outil de distribution contrôlée. Pendant ce temps, Suno résiste,
Mais en novembre 2025, Suno lève 250 millions de dollars pour une valorisation totale de 2,45 milliards de dollars. Pour une entreprise en procès avec les 3 plus grandes maisons de disques du monde, les investisseurs parient que Suno va finir par négocier. Ce qui se passe ici, c'est une capture institutionnelle classique. Les majors ont déjà fait ce coup avec YouTube, Spotify et TikTok. Une nouvelle technologie émerge qui menace de contourner leur contrôle, les majors déposent des procès et la technologie finit par négocier des licences obligatoires. YouTube se retrouve alors à payer des milliards via Content ID, Spotify reverse environ 70% de ses revenus aux ayants droit, le modèle reste toujours le même, laisser la technologie se développer, puis forcer la négociation une fois qu'elle a de l'attraction. L'accord UMG-Udio est présenté comme une victoire pour les artistes, mais il faut lire entre les lignes. Cet accord crée un nouveau flux de revenus pour UMG en tant qu'entreprise. Il ne change absolument rien à la dilution des revenus de streaming. Même si Udio paye UMG pour entraîner son IA, si des millions de chansons IA sont uploadées sur Spotify, elle capte une part du pot commun. UMG se retrouve alors à encaisser des deux côtés, licences d'entraînement et royalties de streaming. Mais les artistes individuels, eux, voient leur part du pot commun diminuer. En forçant les plateformes IA à payer des licences d'entraînement, les majors créent une barrière à l'entrée. Seules les entreprises avec les ressources financières pour négocier avec UMG, Sony et Warner peuvent opérer légalement. Ça consolide toujours un peu plus le pouvoir des grands acteurs et élimine les petits compétiteurs. C'est un classique, les acteurs dominants utilisent le cadre légal pour verrouiller le marché. Mais il y a une faille. Les majors peuvent contrôler qui entraîne l'IA sur leur catalogue, mais elles ne peuvent pas contrôler ce que les auditeurs écoutent. Si les auditeurs ne peuvent pas faire la différence entre une chanson IA et une chanson humaine, comment garantir que les humains gardent leur monopole économique? C'est là que l'authentification entre en jeu. La bataille ne se joue plus sur la qualité, elle se joue sur la traçabilité. En juin 2025, Deezer devient la première plateforme à étiqueter explicitement la musique 100% IA. Outil de détection interne capable de repérer les morceaux créés par Suno et Udio. Quand un titre est détecté, il est retiré des recommandations algorithmiques et des playlists éditoriales. Et surtout, il est étiqueté. Et en étiquetant clairement la musique IA, Deezer se positionne comme la plateforme qui respecte les artistes humains, et cela devient un argument de différenciation face à Spotify accusé d'opacité. Et cette opacité d'ailleurs n'est pas anodine. En 2025, la journaliste Liz Pelly publie Mood Machine affirmant que Spotify développerait secrètement des faux artistes IA poussés par les algorithmes pour diluer les paiements aux vrais artistes. Spotify dément, mais le simple fait que cette allégation soit crédible révèle un problème de confiance structurelle. Spotify adopte une approche différente. En septembre 2025, la plateforme prend en charge une norme qui encourage à détailler l'usage de l'IA dans le processus créatif. Mais cette norme ne crée pas de catégorie binaire. Elle reconnaît les titres hybrides créés partiellement avec de l'IA. Vous l'aurez compris, Spotify ne tranche pas, la plateforme demande des métadonnées détaillées, mais elle ne pénalise pas les morceaux hybrides. Elle ne les étiquette pas publiquement, elle se donne juste les moyens de savoir en interne. Stratégie d'ambiguïté calculée, cette information devient un levier de négociation. Mais en attendant, les streams IA comptent autant que les streams humains. Il y a aussi la fraude directe. Emily Portman, musicienne folk britannique, reçoit en juillet 2025 un message la félicitant pour son nouvel album, sauf qu'elle n'a pas sorti d'album depuis 2022. Elle découvre alors Orca dans ses catalogues, publié sous son nom, un album entièrement généré par IA. L'IA a été entraînée sur ses précédents albums, imite son instrumentation, ses paroles, son style vocal, et quelqu'un perçoit maintenant les royalties, en sachant que le retrait des plateformes prend entre 24 heures et 8 semaines. Mais il y a un cas encore plus intéressant. Xania Monet, une artiste IA créée par Talisha Jones, signe en 2025 un contrat de plusieurs millions avec Hallwood Media. Elle entre dans les charts Billboard. C'est la première fois qu'un artiste IA entre dans les charts officiellement. Ce n'est pas de la fraude cette fois-ci, c'est présenté ouvertement comme un projet IA. Talisha Jones dit explicitement que Xania Monet est une personne IA, qu'elle écrit les paroles et dirige la direction artistique. Et c'est un test, si Xania Monet réussit, elle prouve qu'une artiste IA peut avoir une carrière légitime. Alors la question n'est plus l'IA peut-elle faire de la bonne musique? La réponse est oui, puisque 97% des gens ne peuvent pas la distinguer. La vraie question est, qui mérite d'être payé pour créer de la musique? Si Talisha Jones écrit les paroles et dirige la vision, elle apporte une contribution créative humaine. Alors est-ce que c'est suffisant? Et quelle part devrait aller à l'entreprise qui a créé l'IA? Quelle part aux artistes dont la musique a été utilisée pour l'entraîner? Ces questions vont déterminer l'avenir économique. Si des artistes IA peuvent être rémunérés comme des artistes humains, le pot commun va être dilué de manière permanente, non pas par de la fraude, mais par une nouvelle catégorie de créateurs légitimes.
Et beaucoup d'artistes humains utilisent déjà l'IA. En 2025, 35% des créateurs ont utilisé l'IA dans leur travail. Logic Pro a introduit des Sessions Players, des musiciens virtuels alimentés par IA. Ces outils démocratisent l'accès, mais ils brouillent la ligne entre création humaine et création algorithmique. Et pour l'instant, l'industrie n'a pas de réponse, et c'est pourquoi l'authentification devient le champ de bataille. Si la qualité ne permet pas de distinguer, et si l'usage de l'IA existe sur un spectre, alors la seule chose qui reste, c'est la traçabilité. Qui a créé le morceau, dans quelles conditions, avec quels outils, et surtout, qui a le droit de le monétiser. Deezer parie sur la transparence totale. Spotify parie sur l'ambiguïté contrôlée, les majors parient sur le contrôle des licences d'entraînement, mais aucune de ces stratégies ne résout le problème fondamental. Dans un système basé sur le volume de stream, la capacité de produire infiniment donne un avantage structurel. Mais si personne n'écoute activement la musique IA, elle peut capter des streams fonctionnels. Et ces streams, comme je vous l'ai dit, diluent les revenus. La bataille n'est pas alors entre humains et machines, elle est entre deux modèles de valeur, la valeur culturelle, basée sur l'attachement et la rareté, et la valeur fonctionnelle, basée sur le volume et la disponibilité. L'IA a montré que ces deux modèles ne sont pas alignés, et pour l'instant, personne ne sait comment les réconcilier.